Bonjour à tous. En cette nouvelle période de confinement, nous avons souhaité garder le lien avec le plus grand nombre de nos adhérents. Et l'exercice de la visio nous est apparu comme évidente. Parmi les initiatives, celle d'interviewer un ancien joueur de notre structure. Et pas n'importe qui, un pionnier des aventures de Rissangis au niveau du National Elite Jeune. Il porte en lui des valeurs fortes qui sont le travail, la pugnacité, le non-renoncement et tellement d'autres valeurs que nous souhaitons partager avec nos jeunes joueurs. Il n'oubliera jamais d'où il vient, son club, où tout a commencé pour lui. Un immense plaisir de vous partager plus d'une heure d'entretien avec Fred Miguel. C'est parti. Si tu m'entends, est-ce que tu peux commencer par te présenter ton parcours, d'où tu viens, etc. Bon, voilà, moi, bonjour tout le monde, moi c'est Fred Miguel. D'où je viens, c'est plutôt simple parce que vous êtes pile de là où je viens, donc produit 100% Rissorangis, né à Rissorangis, grandi à Rissorangis, joué à Rissorangis, et voilà, d'où je viens exactement pour dire c'est à 20 mètres du gymnase de la Ferme du Temple, donc j'avais tendance à dire que le gymnase de la Ferme du Temple c'était chez moi, et voilà. Quant à mon parcours, bah, j'ai joué, je dirais, depuis mini poussin jusqu'à cadet première année à Rissorangis, à Lussereau. Donc, une bonne partie sous les ordres de Dom, justement. Euh, Avant ça, j'avais eu un autre entraîneur qui s'appelait René Albert, qui était un très bon éducateur, un ancien qui nous a mis sur les bons rails, sur les très très bons rails, qui était une belle personne et un bel entraîneur. Et après, j'ai enchaîné avec Dom tout de suite, que ce soit en sélection ou en club. Et à partir de ma deuxième année cadet, je suis parti, donc, ce qui est maintenant deuxième année U17, parce que C'est cadet, ça, c'est pour les vieux. c'est pour les anciens. C'est pour les vieux. Deuxième année U17, bah, j'ai commencé, j'ai atterri au centre de formation de l'Asvel, donc Lyon-Villeurbanne. Euh, S'ensuit, en même temps, j'avais commencé les équipes de France cadet, donc un euro cadet. Après, j'ai fait 4 ans à l'Asvel en tant qu'espoir et mes premières années pro. Et j'ai enchaîné après un peu partout en Pro B, Évreux. Je suis parti en Pro A au Portugal, à Lisbonne. Après, je suis parti en Espagne en Pro B à Saint-Jacques-de-Compostelle. Après, je suis revenu un peu en France quelques mois en N1 à Rodez. Je suis reparti à Rouen en Pro B. On est monté en Pro A. Nanterre, Aix-Maurienne Pro B, Mulhouse, et après, dans ta région que tu connais bien, Ouest Lyonnais, maintenant le club de Lyonceau, c'est Oulin-Sainte-Foy au départ, et maintenant c'est devenu un plus gros truc, c'est une CTC, c'est la CTC Lyonceau. Ok, donc tu as voyagé un peu, quoi. Pas mal, ouais, pas mal. Et l'Euro, faut le dire quand même, c'est qu'il y avait un certain Tony Parker dans ton équipe, non? Il y avait un certain Tony Parker, il y avait Florent Pietrus aussi, qui a arrêté, enfin qui joue toujours en National 2. Il y avait un autre Issois avec moi, Ahmed Fella, qui a joué en Pro A à Orléans, qui a été All-Star, qui a été, donc on était ensemble, et d'autres joueurs qui ont joué en Pro, Pachelis Morland, qui a joué à la JD à Dijon, qui a été drafté NBA par les Sonics. Et, non, il y avait, Il y avait du bon monde. Ouais. on finit quatrième à l'Euro. Et c'était plutôt pas mal. Et derrière ça, je sors d'un plutôt bon euro et j'enchaîne avec la catégorie qui est un an plus vieux que moi sur quelques sélections aussi. Ok. Donc, enfin, pour parler de ton parcours, si tu pouvais donner peut-être quelques clés qui t'ont permis d'arriver là, de faire cette transition justement, d'être quand même né à Rice, puis de partir à Lyon, ça devait pas être forcément simple d'un peu de tout laisser. Ça a été quoi un peu les clés pour toi? Est-ce que c'était juste une part de talent ou beaucoup de travail et de mental, par exemple? Enfin, qu'est-ce que tu Je dirais pense, était le plus important? le plus important, je pense que ça reste le travail. Parce qu'après, le talent, il en faut, je pense, un minimum. Mais après, quand je regarde maintenant sur le long de ma carrière, je vois qu'il y a eu des mecs plus talentueux que moi qui ont peut-être pas réussi à faire aussi bien parce que justement, ils sentaient peut-être qu'ils avaient cette part de talent en plus et qui a fait qu'ils ont moins travaillé. Alors que moi, athlétiquement, même physiquement, c'est 1,85 m avec les baskets, ça saute pas très haut, ça n'a jamais sauté très haut, ça n'a jamais été mon point fort, mais j'étais un teigneux, un peu un dur au mal, j'aimais bosser et j'ai progressé au niveau du tir énormément après aussi, mais c'est vrai que ça a été beaucoup de travail, je pense.
Après, Dom pourra compléter après si je me trompe, mais voilà, c'est peut-être aussi un trait de caractère d'avoir envie d'aller chercher des choses. Dom, je sais pas si tu veux réagir sur ça. Oui, oui, je confirme, Fred, on le repérait par je dirais, sa capacité à se mettre au travail et surtout ne pas compter les heures passées dans le gymnase, quoi. Voilà. Et ça, c'était vraiment une de ses qualités, je dirais, principales, euh, tant en club qu'en sélection, hein. Voilà. Donc, en plus, il était accompagné par des teigneux autour de lui qui avaient à peu près le même état d'esprit. Donc, on a réussi à former un groupe assez explosif sur le plan, je dirais, de la sélection déjà. Et puis, bah, on était un petit peu pionnier aussi sur les championnats nationaux parce que Mm. Fred fait partie du premier projet, championnat de France à Ris, minimum. Voilà. Avec Vincent. Qui confirme. Et tu dirais, bah, du coup, tes qualités en tant que joueur sur le terrain, c'était plutôt quoi? Tu parlais du tir. Je suppose que tu jouais meneur. J'ai pas tout de suite joué meneur. J'ai pas tout de suite joué meneur. J'ai joué pas mal deuxième arrière parce que justement, déjà même à Ris, il y avait un Ahmed Fella donc, qui était meneur aussi. Donc, Dom nous répartissait aussi, je pense, à un moment donné pour que tout le monde puisse apporter quelque chose et jouer ensemble. J'ai beaucoup joué 2-1, même sur mes années en pro où j'étais pas très grand. On m'a beaucoup fait alterner les deux parce que j'aimais aller au combat. Donc, même si on me mettait quelqu'un de plus grand, bah, j'aimais challenger ça. J'aimais justement partir un peu en mode challenger. Bon, lui, il a plus de qualité que moi. J'ai toujours cherché des choses pour me motiver. Et le fait de défendre des fois sur des mecs plus grands, plus athlétiques, j'avais envie de leur prouver que bah, je pouvais quand même, malgré le manque de taille ou autre. Facilité. J'entends plus rien. Allô? Ah, pardon. Ah, je crois que c'est revenu. Ouais, je disais, c'était pas forcément le choix de la facilité, quoi. Non, 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 c'était pas le style de la maison. Mais après, comme disait Dom, je pense que j'ai été dans le moule depuis très tôt à Ris parce que c'était un peu aussi l'état d'esprit qui se dégageait dans tout le club. On avait toujours des équipes qui étaient teigneuses. Moi, quand j'étais petit, j'allais voir jouer bah, justement Dom. Et quand ton coach, en plus, bah, te montre l'exemple, entre guillemets, lui, c'était un petit gaucher qui mettait des shoots de partout, qui allait haranguer la salle, qui allait un peu. Bah, vous le connaissez en tant que coach, il doit être encore comme ça. Et bah, du coup, on se fait un peu à l'image de ce qu'on voit aussi. Et c'était un peu voilà, la caractéristique du club. Et il y avait tout un état d'esprit qui était comme ça, général. Et on avait envie d'aller se frotter au gros. Et on y allait avec passion et acharnement. Ouais, c'est dans l'ADN, quoi. C'est comme ça. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de potentiel, de choix que tu as eu à faire quand tu étais jeune? Est-ce que tu as des centres de formation autres approché? Est-ce que tu as eu des agents qui t'ont approché, fait certaines propositions? Enfin, est-ce que tu peux nous parler des choix importants que tu as eu à faire en tant que jeune basketteur dans tes jeunes années? Le premier choix que j'ai eu à faire, déjà, je l'ai fait, et, on va dire, beaucoup grâce à l'aide de Dom aussi, parce qu'on avait à l'époque ce qui s'appelait le PSG, qui était un club dans le coin et qui nous sollicitait quand même assez régulièrement avant. Sauf que en discutant avec Dom, c'est là où il y avait une vraie relation de confiance, parce que enfin, en tout cas, moi, il m'expliquait que ça servait à rien pour moi d'aller là-bas, parce que on allait jouer le même championnat, sûrement être dans la même poule, eux avec des joueurs entre guillemets qui ratissaient un peu plus large, donc ça se trouve avec du temps de jeu partagé, alors que moi en restant à Rice, j'allais jouer la même compétition et avoir plus de temps de jeu, donc plus l'opportunité De te montrer. de progresser, déjà de progresser et Ouais, bien d'apprendre. sûr. Le plus important, c'est d'être sur le terrain. Si c'est pour dire je vais dans une équipe pour être le 9e, le 10e, c'est très bien. Mais quand tu as l'opportunité d'être entre guillemets, un des leaders de ton équipe plutôt qu'un joueur parmi tant d'autres dans une autre, le plus important, c'est d'avoir du temps de jeu. Et ça a été un choix payant. Après, j'avais été sollicité par Cholet, j'avais été visiter le centre de formation de Cholet, Le Mans aussi.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai eu un petit souci de nationalité entre-temps, entre mes débuts en équipe de France et où on a découvert que finalement, bah, j'étais pas français, j'étais portugais. Donc, j'ai dû attendre l'âge de mes 16 ans. Et à partir de là, il y avait eu déjà moins de monde parce que tous ceux de ma génération, la plupart étaient déjà partis en centre de formation. Et quand tu regardes l'équipe de France dont on parlait tout à l'heure, il n'y avait que Ahmed et moi, justement, qui étaient encore les deux seuls non au centre de formation. Et on était tous les deux issus de RIS. Comme quoi, ouais, ça montre Voilà, ça un montre peu aussi l'idée du club. ça montre l'idée du club, exactement. Et en plus de ça, après, c'est pareil. Hein, Villeurbanne, c'était un rêve un peu. Et puis, il y a quelqu'un d'assez fou qui est venu avec moi et qui m'a amené en voiture jusqu'à là-bas. C'est encore d'homme. Encore d'homme, sans rien demander. Il m'a amené là-bas en voiture pour aller m'entraîner là-bas. Et c'est ce qui a fait aussi que j'ai atterri ici. Et qu'est-ce qui t'a plu du coup avec qu'est-ce que l'Asvel, le centre de formation de l'Asvel avait en plus de tout ce que tu avais vu t'y retrouvais un peu quelque chose que tu connaissais ou pas du Rien tout? du tout. Rien du tout, mais ils avaient des joueurs qui me donnaient envie de rêver. C'est à l'époque, c'était une équipe qui a fait 5 finales de suite, qui sortait du Final Four d'Euroleague, ce que tu vois plus maintenant. Une équipe française au Final Four d'Euroleague. Et tu avais à la main un certain Delaney Rudd, qui, je pense, à cette époque-là, tu ne pouvais pas faire mieux. À la main, tu avais lui et David Rivers, tu avais deux gros meneurs américains. Et tu avais Delaney Rudd, qui était un ancien joueur NBA. Et tu avais Alain Digbeu qui mettait des dunks de partout qu'on appelait Air France, qui après été drafté par Atlanta. Et c'était un style de jeu un peu up-tempo avec beaucoup de spectacles, beaucoup d'alley-oop, des trucs comme ça. Et moi, je me voyais plus dans ce style-là que dans un autre style, bien que les autres étaient super bien. Mais voilà, je me voyais plus Lyon-Villeurbanne que Cholet Basket ou autre chose. Ça Ok, faisait ouais. plus rêver, en tout cas, à Ouais, moi, ouais. ça faisait plus rêver. Donc du coup, enfin, si là tu nous as parlé un peu de ce qui t'a permis de réussir d'aller à l'Asvel, est-ce que tu te souviens de moments un peu plus difficiles, enfin d'échecs que tu as eu dans ta carrière? Bon, il y en a eu pas mal, hein. Il y en a eu Enfin, pas mal, hein. On va les pas plus se mentir. marquants ou ceux qui ont pu t'aider ou justement qui ont pas mal changé de choses pour toi dans. Il y a des trucs qui marquent et je reviens tout à l'heure sur le fait à un moment donné de ma nationalité. Ça, déjà, ça a été le premier fait qui m'a marqué déjà en tant que personne parce que toi, moi, je suis né en France, hein, donc j'ai grandi ici, j'ai toujours joué avec mes potes, j'ai toujours fait toutes les sélections et on me prend en équipe de France très bien et un jour, j'arrive là-bas et on me dit, bah, t'es toujours pas français. Donc pendant au moins 2 ans, tu sais que tu vas devoir attendre et espérer pouvoir réintégrer un truc où tu sais que tu as clairement ta place. Donc j'ai vécu ça comme une injustice parce qu'à cet âge-là, tu sais pas que c'est juste normal de ne pas sélectionner quelqu'un qui n'est pas français. Donc toi, tu vis ça un peu comme une injustice et ça te motive encore plus parce que tu dis, putain, il y en a, ça fait 2 ans, ils sont en équipe de France et ils sont là où toi, tu as envie d'être et tu estimes qu'il y en a qui sont à ta place. Et donc, j'avais ça en tête déjà pendant 2 ans, j'avais ça en ligne de mire. Je dois bosser comme un fou parce que j'ai envie de récupérer ça, j'ai envie d'y aller, et de leur montrer que je suis là, c'est ma place et c'est pas eux qui l'ont pris, c'est moi qui ai dû la laisser. Donc, déjà, il y avait ça déjà dans la tête. Après arriver Est-ce à que tu penses, Villeurbanne, ouais. vas-y, excuse-moi, Non, vas-y. non, est-ce que tu penses du coup que c'est une période où tu as peut-être beaucoup progressé, non seulement niveau basket, mais aussi peut-être encore plus mentalement dans la hargne, Ah, vraiment ça, vraiment ça. Moi, ça m'a boosté. Je pense qu'à un moment donné, peut-être, allez, pendant une semaine ou deux, je me rappelle plus, mais ça m'a assommé un petit peu au départ. Mais après, c'est un vrai coup de boost parce que tu as toujours des gens qui t'encadrent et qui te disent, t'inquiète pas. Ça, à un moment donné, tu as juste à être patient et si tu continues de bosser, ça va revenir. Entre-temps, j'avais quand même intégré l'équipe senior aussi. Je m'entraînais avec les seniors de RIS, qui étaient en N2 à l'époque, avec toujours sous Dominique. Et j'ai même réussi à jouer quelques matchs en étant cadet première année, donc U17 première année. Donc c'était une chance aussi de pouvoir avoir cette structure-là à RIS, qui malgré tout, je m'entraînais avec des seniors, je jouais toujours avec ceux de mon âge. Et après, voilà, donc moi j'aime le ballon. J'aime le ballon et j'avais besoin de bouffer du basket. Et comme disait Dom, il fallait me virer du gymnase. La ferme du Temple, c'était en bas de chez moi. Et je sais que j'ai été chiant par moments avec beaucoup d'entraîneurs parce que je driblais sur le côté
ou etc. pendant des entraînements et que c'était pas ce que tout le monde aimait le plus. Mais voilà, j'avais besoin d'être avec un ballon tout le temps. Et d'ailleurs, Vincent, on était souvent ensemble avec notre balle et on jouait partout. Dès qu'on pouvait aller jouer quelque part, on jouait quelque part. Et c'est vrai que voilà, c'était ça. Moi, ça m'a motivé vraiment. Et puis d'avoir des mecs aussi, parce qu'on parle beaucoup de. Là, c'est un peu axé sur moi. Mais rien que dans mon équipe à Rice, il y avait vraiment d'autres bons joueurs. Il n'y avait pas que Ahmed dont j'ai parlé. Et même avec ceux de mon âge ou avec ceux de mon équipe, c'était pas facile tous les jours. Les mecs, eux ils se disaient, lui, il est en équipe de France où il y était. Et ben, on a envie de montrer que nous aussi, on peut. Donc, tu vois, c'était un challenge permanent. Ouais, c'est un combat, ouais. Et c'est ça qui est bon. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler encore d'autres, enfin, je t'ai interrompu avant que tu nous parles d'autres moments qui étaient peut-être pareil, enfin, on parle souvent des échecs dans le sport, comme quoi c'est soit tu te prends une claque et tu te relèves pas, ou alors justement tu repars encore plus fort et ça t'aide pour plus tard. Est-ce que tu as eu d'autres moments comme celui-là? Après, comme je t'ai dit, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu presque chaque saison. Après, la meilleure chose qui se soit passée aussi, c'est quand tu arrives la première année à Villeurbanne, tu as 16 ans, je sors d'un championnat d'Europe cadet, je joue à Ris, à la Ferme du Temple ou à GS Owens. L'année d'après, tu arrives à l'Astrobal avec, comme je t'ai dit, que des internationaux de partout. Et ben, tous les jours, c'était dur. Au départ, tous les jours, c'était dur. Et je rentrais des fois, j'avais une chambre comme une chambre d'hôtel un peu, tu vois, et je rentrais tous les soirs au centre. Et il y a des soirs où tu rentres et tu pleures. Tu dis, putain, j'ai pas mes potes, j'ai pas ma famille. C'est dur parce que eux, ils sont en proie. Ils regardent pas que tu as 16 ans. Eux, ils te montrent tout de suite que ils vont pas te laisser de place facile. S'ils peuvent te défoncer à l'entraînement, ils te défoncent. Si tu es le maillon faible, on va appuyer sur toi pendant tout l'entraînement pour sanctionner le maillon faible. Et à ce moment-là, j'étais le maillon faible parce que j'étais le plus jeune et c'était dur. C'était dur, c'était dur. Mais en même temps, c'est ce que je te disais, hein, c'est pas dans le tempérament, dans ce que j'ai grandi ou dans ce qu'on m'a appris d'abandonner. Donc, t'encaisses, tu la fermes bien, tu prends des coups dans la gueule, on te met des coups dans la gueule à l'entraînement, on te gueule beaucoup dessus, c'est souvent ta faute, mais c'est pas grave. C'est pareil, ça rentre dans la tête. Ne vous inquiétez pas, à un moment donné, ça va se retourner et je vais vous montrer que vous vous trompez tous. Et franchement, ça a été un peu comme ça tout le long de la carrière. Dès qu'à un moment donné, j'avais un petit trou ou une petite période où ça n'allait pas, et bizarrement, tu vois, tu te remémores aussi toutes les années où tu étais jeune, ton parcours aussi d'où tu viens, et tu as envie de montrer à tout le monde avec fierté qu'on ne t'a pas appris ça, on ne t'a pas appris à abandonner, on t'a appris à te battre, et c'est comme ça. Ok, ouais, ça montre que, enfin, clairement, ce qui en ressort, c'est que c'est surtout du mental au final. Au bout d'un moment, le basket, tout le monde a un niveau qui est suffisant pour être au niveau auquel il joue. Donc, à un moment donné, c'est le mental qui prend le dessus. Est-ce que tu as l'abnégation pour aller plus loin que les autres? Bien sûr, quand tu as mal, faut savoir que quand tu as mal et que tu es en pro, par exemple, ils veulent te rentabiliser au fond, au max. Donc, à un moment donné, tu as mal, ok, mais qu'est-ce que tu peux apporter? On s'en fout de savoir si à un moment donné, tu vas être capable d'être le joueur que tu es capable d'être tout le temps. On va te dire, ok, si tu peux donner 7 minutes, même en boitant un petit peu, tu vas donner 7 minutes. Si tu peux en donner 15, tu vas en donner 15. Donc, et ça, à un moment donné, parce que les entraînements, tout le monde fait, au bout d'un moment, tu revois souvent les mêmes choses. Les entraîneurs, mine de rien, tout le monde passe par des colloques, etc. Tu en as deux, trois qui innovent. Même nous, aujourd'hui, on n'invente pas grand-chose. Tu revois souvent les mêmes choses. Après, c'est comment tu le fais passer le message et comment tu acceptes ce message-là. Et c'est vrai que le mental fait souvent la différence. C'est ce qui fait que tu vas travailler plus qu'un autre. C'est ce qui fait que tu vas te remettre plus d'un échec qu'un autre, plus rapidement de l'échec, ou si tu vas justement t'enfoncer et continuer de t'enfoncer tout au long de la saison. C'est une grosse partie, je pense, du sportif en général. Bien sûr, ouais. Et du coup, tu parlais un peu de ce que les différents entraîneurs ont comme manière de fonctionner. Tu dirais que c'est quoi un peu ta philosophie pour la formation, notamment comment toi tu vois la formation? Je pense que j'ai changé un peu au fil du temps. Avant, parce que de ma génération, c'était un peu marche ou crève, entre guillemets. Il y a ceux qui franchissaient le cap mental et physique et les autres, ils passaient un peu la trappe. Moi, quand je suis arrivé à Villeurbanne, j'ai vu beaucoup de potes partir d'une année sur l'autre parce que justement, à un moment donné, c'était un peu comme une usine. Il n'y avait pas le temps de développer vraiment. C'était ceux qui étaient prêts tout de suite, on continuait. Ceux qui n'étaient pas prêts ou qui ne passaient pas ça, on ne les gardait pas plus que ça.
Maintenant, je vois l'évolution. On parle beaucoup de potentiel, tu en parlais tout à l'heure, on parle beaucoup de potentiel par rapport à l'aspect physique des gens, et on essaye un peu plus de se concentrer aussi, de faire évoluer la personne petit à petit, de la mettre dans un environnement serein, de façon à comprendre le joueur et à lui permettre de donner sa plénitude. Avant, on prenait d'abord la plénitude et après on essayait de faire le reste. Et là, c'est vrai que je trouve que faire un juste milieu des deux, c'est intéressant. Mais ça, c'est mon parcours à moi qui dit ça. Parce que quand tu croises des mecs, des coachs yougoslaves ou serbes maintenant, eux, ça te parlait, c'était très dur, mais c'est une autre façon de voir. J'aime pas le tout potentiel où on caresse les gens dans le dos en lui disant t'inquiète pas, tu vas y arriver, ça va finir. Tout le temps, c'est pas bien non plus. Être trop dur et limite militaire tout le temps, je pense que c'est pas bien non plus. Je pense qu'il faut réussir à trouver un Ouais, juste juste milieu milieu, ouais, bien sûr. pour trouver vraiment la meilleure chose parce qu'on ne parle pas de la même façon à tous ces joueurs. Chacun est différent et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Clairement. Et l'Asvel, du coup, tu dirais que c'était plutôt un peu ce facteur usine. On voit s'il y a du potentiel, on pousse. Et puis, si la personne tient, bah, elle donne quelque chose. Et si à un moment donné, ça craque, on met de côté, quoi. Mais à ce moment-là, ce n'était pas que l'Asvel qui fonctionnait comme Ouais, ça. bien Ces sûr, bien années-là, sûr. c'était beaucoup comme ça. Si tu regardais dans les matchs pro, il n'y avait pas énormément de jeunes qui rentraient. Hein. C'était vraiment la rentabilité tout de suite et on payait des joueurs pour ça. On faisait venir des joueurs et il y avait peu de place aux jeunes, sauf en cas de blessure, etc. Maintenant, ça s'ouvre beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, la France, on s'est retrouvé à être un pays qui avait peut-être moins de moyens que d'autres. On s'est dit, tiens, pour combattre, pourquoi pas ça? Mais il a fallu quelques coachs. J'ai vu Bergeau à l'époque avec Portes qui a lancé les frères Pietrus, Boris Dio. Et là, les gens, ils se sont dit, ah, bah tiens, pourquoi pas? Parce que finalement, eux, ils ont été champions de France avec trois jeunes dans leur équipe, bien encadrés de vrais pros. Et au final, ça a donné des vrais joueurs. Hein. Et je pense que du coup, ils se sont dit, bah, tout le monde a pris un peu le moule et s'est dit, bah, tiens, ça va marcher aussi à ce niveau-là. Ouais. Et bah, du coup, tu parles un peu du basket français. Enfin, actuellement, tu le vois comment l'état du basket français alors, entre autres, on sait que clairement la crise du Covid est en train. Enfin, Tony Parker en parlait justement très récemment en disant que c'était potentiellement en train de tuer le basket français. Euh, Au-delà du Covid et même par rapport au Covid, enfin, si tu fais un petit état des lieux, t'en penses quoi de d'où en est le basket en France actuellement? Je sais Après, que c'est je pas pense simple que comme question. non, c'est pas simple. Après, on n'est pas si mal que ça. On regarde toujours souvent ce qui se passe autour en se disant, ouais, l'Espagne, c'est mieux, la NBA, forcément. Mais si tu regardes bien dans tous ces championnats-là, bah, il y a beaucoup de Français, il y a énormément de Français. C'est qu'on on doit pas être si mal que ça non plus, tu vois. Après, nous, on est un championnat, peut-être le championnat le plus athlétique d'Europe, sûrement. Parce que les gens, quand ils viennent, bah, même des grands joueurs qui ont eu des belles carrières, bah, ils s'en sortent pas si facilement que ça parce qu'on a un vrai championnat qui est dur physiquement, athlétiquement. Après, c'est vrai que techniquement, bah, quand on regarde nos résultats en Euroleague, on se dit bah, il y a encore beaucoup de boulot et beaucoup de patience parce que l'athlétisme, ça fait pas tout. Mais c'est pas mal. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que notre Pro A, elle est pas mal, mais notre Pro B est sûrement la deuxième division, la meilleure d'Europe. C'est sûrement la meilleure Pro B de tout le championnat, de toute l'Europe, donc c'est pas si mal que ça non plus, tu vois. Après, on a moins de moyens que certaines équipes turques, certaines équipes russes, et on sort beaucoup de joueurs. On sort beaucoup de joueurs. Donc, c'est déjà pas mal de choses. Ouais, c'est un autre modèle que celui où c'est l'argent qui te fait venir Exactement. tes joueurs. Et enfin, est-ce que pendant ta carrière, justement, tu as eu l'opportunité de partir dans des pays plutôt comme ça ou c'était plutôt un souhait de rester soit en France ou même d'aller jouer au Portugal Je dirais le choix d'aller au Portugal était peut-être le plus mauvais choix sportif que j'ai fait. Non, mais c'est vrai, parce que le championnat portugais est pas très connu en Europe. C'est un championnat qui est sous-coté, mais franchement, j'ai aimé parce que je me suis retrouvé à jouer dans la ville où j'avais de la famille, dans une ville où j'avais de la famille. Je venais de me marier, j'avais 21 ans, j'étais jeune, je suis parti avec ma femme pendant un an, on s'est retrouvé là-bas pendant un an tout seul, loin de tout le monde, elle qui était basketteuse aussi, moi basketteur aussi, jouer devant, aller à une demi-heure de chez ta grand-mère, le week-end pouvoir aller voir ta grand-mère que tu vois pas souvent.
sportivement, c'était pas le bon choix, mais humainement, je trouve que c'était une super bonne expérience. Et si je devais le refaire, franchement, je le referais. Et puis, c'est un championnat qui est très basé sur l'attaque. Enfin, en tout cas, quand j'y étais, c'était très basé sur l'attaque. Et c'était un championnat qui servait beaucoup de tremplin à des étrangers pour aller dans le championnat espagnol, qui est le championnat juste à côté, tu vois. Après, voilà, c'est un championnat où tu sais que des fois, bah, fin de mois, tu n'es pas spécialement bien payé. Enfin, c'est pas que tu es mal payé, c'est que tu dois aller te battre chaque fin de mois pour aller recevoir ton argent parce que c'est compliqué. C'est compliqué, mais il n'y a pas que le Portugal comme ça, malheureusement. Il y a beaucoup de championnats européens, même des gros championnats où tu n'es pas sûr d'avoir tout ton argent à la fin de l'année, quoi. Mais tu parlais que c'était un mauvais choix sportif. Est-ce que tu penses que c'était un mauvais choix parce que ça a impacté un peu la suite de ta carrière? Ça n'a pas permis Complètement. Ouais. Complètement. Complètement, parce que tu sors des radars, tu sors de tout le monde. Quand tu dis tu vas jouer au Portugal à 21 ans, alors que tu es quand même dans les jeunes de ton âge qui ont un potentiel intéressant, tu sors des radars et là, tout le monde se dit ça y est, c'est fini. Et pour revenir, j'ai galéré un peu. J'ai galéré un peu parce que j'ai dû repasser un peu par de la N1 et après repartir en Espagne en Pro B, et du coup, comme il y avait encore des problèmes d'argent, c'était un club qui avait des problèmes financiers. Et là, j'ai eu l'opportunité de venir à Rouen en Pro B en France. Et là, ça a relancé un peu le truc parce que grosse équipe, grosse mentalité d'équipe. Et on monte en Pro A. Et là, tu remets un peu de lumière sur toi. Mais ça fait 2, 3 ans où tu galères un petit peu. Ouais, mais finalement, du coup, tu le ferais quand même ce choix, même si Ouais, ça. ouais. pour le Tu sais, côté moi, humain. Dom, il peut confirmer, je suis un peu con, voire débile sur certaines choses. J'aime bien les trucs comme ça, moi. J'aime bien. Faut pas se mentir, hein. Tête dure, on nous dit. Ouais, mais ça, c'est Vincent. Mais lui, il peut que confirmer parce que lui, il est un peu dans ce style-là aussi. Il le montre pas parce qu'il a ce caractère un peu plus zen que moi de l'extérieur, mais il est pas mal aussi. On s'est souvent retrouvés ensemble dans des moments comme ça. Donc, voilà. Ouais, du coup, tu as quand même réussi un peu à sauver ta carrière en travaillant encore une fois, en passant par des plus petits clubs pour remonter. Est-ce que tu as des exemples de jeunes qui étaient très talentueux, voire plus talentueux que toi, et qui ont par exemple fait des choix sportifs qu'ils n'auraient pas dû faire et qui au final se sont retrouvés à ne plus pouvoir justement retrouver une place intéressante et faire une carrière qu'ils auraient dû faire? Un nom comme ça, non, mais j'ai vu déjà plein de joueurs qui étaient de ma génération ou qui étaient avec moi en équipe de France ne pas arriver à un moment donné au niveau professionnel parce que au-delà du talent, de l'acharnement ou de la mentalité aussi, il y a aussi une petite part de chance parce qu'il y a peu de place pour beaucoup de demandes et il y a aussi être au bon endroit au bon moment. Et ça c'est pareil, c'est pas évident, hein. C'est beaucoup de joueurs avec qui j'ai joué, que j'ai côtoyé, des mecs qui j'ai vu réaliser des fois des choses, même à l'entraînement, où tu dis waouh, tu dis le mec il est capable de faire ça, mais sur la longueur d'un match, les mecs ils étaient peut-être pas forcément capables de durer sur tout un match. Ils allaient te faire une action qui brille où tu te dis putain merde, il sort d'où ce mec là? Sauf que au final, dans tout le match après, tu le vois plus. Et c'est surtout ça, parce que dès que ça devenait dur ou dès qu'il y avait un petit grain de sable qui venait enrayer un peu la machine, et ben, mentalement, ben, il lâchait complet. Et ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Enfin, malheureusement, oui ou non, on n'est pas tous faits pour le sport. Et moi, je pense que comparé à d'autres qui ont joué encore plus haut, bah, ils peuvent se dire la même chose de moi. Ils peuvent se dire à un moment donné, bah, tiens, lui, à ce moment-là, on l'a vu afficher des limites aussi. Je pense que c'est l'être humain qui est comme ça. On n'est pas tous faits pour aller dépasser les mêmes limites. Ouais, de toute façon, les places sont chères et elles sont limitées, quoi. C'est ça, c'est ça. Et ben pour poursuivre ça, enfin, si on revient un peu à l'Utro et aux jeunes du club, parce qu'on sait qu'il y a des très bonnes équipes de jeunes qui sont en championnat, par exemple, si tu avais des conseils sur le parcours, enfin, des conseils à donner sur cet âge-là, quand on a 15-16 ans, qu'on a un bon niveau, on joue en France ou en région élite, quels seraient tes conseils, toi, sur la direction à suivre? Est-ce qu'il faut absolument essayer de trouver une structure dans laquelle rentrer, ou est-ce qu'on peut encore prendre un parcours comme le tien? Bah, je vais rester un peu ici parce que je peux être encore mis en valeur, avoir beaucoup de temps de jeu, ou est-ce qu'il faut... Enfin, qu'est-ce que tu dirais comme
à ces Après, jeunes-là. tu vois, moi, actuellement, je coach dans un club qui ressemble un peu à ce qu'était RIS à l'époque, où l'équipe 1 est en National 2 et où on a du championnat de France U15 et championnat de France U18. Et chaque année, je me confronte, enfin, je tombe sur beaucoup de jeunes qui veulent à tout prix partir dans les centres de formation et qui font tout pour y aller, et qui appellent tous les clubs. Et c'est normal d'avoir cette ambition-là, c'est humain, c'est un rêve, donc on ne peut pas les empêcher de rêver. Mais après, c'est ce que je disais, c'est si jamais à un moment donné, tu es vraiment bon, déjà, les gens, ils le savent et ils viendront te chercher. Déjà, ça, c'est le premier truc. C'est toujours mieux quand c'est eux qui viennent te chercher. Parce que s'ils viennent te chercher, ça veut dire qu'eux voient quelque chose en toi. Quand tu pars déjà du principe, si c'est toi qui es demandeur, souvent, tu peux trouver encore des choses, mais tu vas être le joueur qui va compléter un effectif et pas forcément celui qu'ils ont envie de développer ou en qui ils voient un potentiel. Après, tu peux toujours déjouer les pronostics. Ça, c'est heureusement d'ailleurs qu'on le peut toujours. Mais si c'est pour aller à niveau équivalent et moins jouer, il n'y a pas forcément d'intérêt. Mieux vaut passer encore un an, te confronter aux mêmes gars qui sont dans ces équipes-là et montrer que tu peux leur botter le cul, tout simplement. C'est ça. Et ça, ça n'a pas de prix, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, c'est sûr que des fois, ça brille moins que quand tu as le maillot de l'USRO. C'est important pour toi. C'est sûr que quand ton rêve, c'est d'aller en centre de formation, tu te dis, ouais, putain, je sais pas moi, Paris-Levallois ou autre chose, ça brille plus au visuel. Mais concrètement, la réalité, c'est quoi? C'est que tu vas partir pour aller jouer le même championnat qu'eux. Et ça se trouve, tu vas moins jouer parce qu'ils auront un effectif plus grand, plus gros, plus étoffé. Et dans l'histoire, c'est toi qui es perdant. Et puis tu sais pas où tu vas non plus. Enfin, tu as l'opportunité de jouer un championnat chez toi, entre guillemets, ou aller jouer le même championnat dans un club que tu connais pas, une structure que tu connais pas. C'est forcément aussi des risques peut-être que tu n'as pas forcément à prendre, quoi. Et moi, tu vois, je me rappelle de plusieurs discussions que j'avais eues avec Dom. Et, et c'était vraiment le fond du truc. Et c'est là où la confiance est importante aussi. C'est il me disait, par exemple, quand je rappelle le début de la discussion, où il y avait le PSG à l'époque qui nous sollicitait, il disait, tu vas partir là-bas, tu vas prendre le métro tous les jours pour aller t'entraîner là-bas, pour faire le même championnat, galérer, et en plus, après, rentrer tard le soir, être fatigué et aller en cours le lendemain, alors qu'ici, tu vas jouer le même championnat. Et là, à cet âge-là, tu te poses la question à un moment donné, ouais, est-ce qu'il avait raison, etc. Et quand tu vois que l'année d'après, c'est lui qui te dit, à un moment donné, qui te dit, bon, maintenant, moi, je peux plus, j'ai plus rien à faire avec toi, à un moment donné, je peux plus rien t'apprendre. Et c'est le moment de partir et qui t'accompagne dans des centres de formation visités. Il a été au Mans avec moi, on a été au Mans ensemble avec Dom aussi. Il m'a pas amené qu'à Villeurbanne. Et là, tu dis, putain, merde, c'est vraiment ça. Il m'a dit du vrai parce que l'année d'avant, il m'a conseillé de ne pas partir. Pas pour me garder avec lui à tout prix, parce qu'on n'a aucun intérêt à garder les gens avec nous. Au contraire, moi, aujourd'hui, je suis dans la position inverse. C'est moi qui entraîne. J'ai coaché des U17 et je suis le premier à être heureux quand je vois des jeunes qui partent. Mais on veut qu'ils partent, oui, mais dans les meilleures conditions possibles et aussi pour qu'ils atteignent à un moment donné et pour qu'ils franchissent des paliers, pas pour qu'ils se retrouvent dans une usine où ils vont juste faire le nombre et où ils vont pas progresser. Et en plus, humainement, ils vont se retrouver en difficulté. Ouais, bien sûr. Et enfin, ça amène un peu ma question d'après, c'est est-ce que à ton époque, il y avait, on va dire, autant d'agents, de personnes qui traînaient un peu, qui étaient là un peu pour pousser les airs chez les jeunes, ou est-ce que c'était justement plus la part du joueur de faire ces choix-là? Je pense que ça a commencé à peu près avec ceux de mon âge. Moi, j'étais loin de tout ça parce que j'avais confiance déjà dans la structure dans laquelle j'étais, donc en Lusro, j'avais confiance en mon coach. J'ai pas trop été sollicité tant que j'étais à RIS, beaucoup une fois que je suis parti à Villeurbanne, mais après c'est normal parce qu'à 16 ans, je rentrais déjà quelques matchs en pro et là forcément, tu vois que c'est un autre truc. C'est pas les mêmes agents. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'agents ou pseudo-agents, parce qu'il y a beaucoup de pseudo-agents aussi, qui viennent attraper les gamins très tôt, très très tôt. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, c'est eux, ils prennent en masse beaucoup. Il y en a beaucoup. Attention, il y en a qui bossent très très bien. Hein. Il y en a qui bossent très très bien, qui vont chercher à rentrer en relation sur du long terme avec les gens, etc. Et puis il y en a qui font signer des choses très rapidement
à beaucoup de monde et ils se disent, bon, au pire, j'en signe 100 et il y en a peut-être un ou deux qui va sortir, je suis quand même gagnant dans le truc. Ouais, bien sûr. Alors qu'il y en a qui font vraiment le taf derrière tout ce qui brille, et il y en a qui font de la masse et en se disant, en faisant de la masse, j'en aurai toujours un ou deux qui sortent. D'où l'importance de prendre son temps, de bien parler avec les gens, le cadre familial est super important. Le cadre familial est super J'avais important. justement une question sur ça. C'était pour toi, quelle est l'importance de l'entourage et de bien s'entourer quand on veut aller loin dans le basket, quoi. Je pense qu'on veut tous aller loin dans le basket. Après, il ne faut pas oublier aussi une chose, et moi je le dis souvent aux parents là, que j'ai croisés, ça reste la vie du gamin et les rêves du gamin. Les parents, ils sont là pour, je dirais, un peu calmer le truc et avoir un peu les pieds sur terre. Malheureusement, on le voit de plus en plus. Moi, je vois beaucoup de parents qui ont plus d'ambition parfois que leurs enfants. Et c'est là la difficulté. Ils veulent faire des pros, ils mettent une pression supplémentaire à des gamins chez eux par rapport au basket, alors que moi, en tant que coach, je ne vais pas aller me permettre d'aller leur dire comment ils doivent éduquer leurs enfants. C'est chacun doit rester à sa place, chacun doit faire son travail comme il le faut, il n'y a pas de souci, et avoir confiance dans les gens qui sont en place. Parce que s'il y a des gens, surtout dans les clubs comme RIS, il y a des entraîneurs diplômés, c'est pas rien. C'est pas non plus, c'est pas le mec, le voisin qui entraîne ton fils. C'est quelqu'un qui est compétent, qui sait de quoi il parle et qui, à un moment donné, s'il voit que ton fils ou ton enfant se développe vraiment bien, on va l'accompagner dans quelque chose qui va qui va aller dans le sens de sa progression et pas le Ouais. freiner pour le garder chez nous parce qu'il n'y a aucun intérêt. Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être un quiproquo ou un problème de compréhension où des fois les parents se disent, par exemple, je prends l'exemple comme ça d'un club comme RIS où ils se diraient, mais en fait, ils veulent juste que mon gamin reste là parce que ça les arrange bien, et alors qu'ils pourraient partir autre part, alors qu'en vrai, comme tu le dis, c'est plus une étape qui est assez essentielle et qu'un club comme RIS essaye de faire passer à ces jeunes-là, quoi. En plus, le club de Riz, il y a quand même eu du monde qui est passé par ce club-là. Beaucoup de monde, je pense, de souvenirs. Hein. J'ai jamais connu quelqu'un qui a été retenu de force à Riz ou à qui on a pris la tête. Vraiment, il faut que tu restes. Et juste par égoïsme, parce que c'est pas ça. On voit, après, comme ça revient aux compétences de l'encadrement. On sait à un moment donné où on se projette, tiens, le joueur franchit les étapes petit à petit. À un moment donné, bah, qu'est-ce qu'on peut lui apporter dans sa progression? Ah, bah tiens, là, il est vraiment au-dessus. On le fait s'entraîner avec les équipes de la catégorie au-dessus. On regarde comment il s'adapte, etc. La faculté d'adaptation, s'il se développe, s'il continue de se développer ou si à un moment donné, il marque un frein. Et s'il marque un frein, bah, on va peut-être continuer à le faire progresser au club. Si à un moment donné, il franchit les étapes, étape par étape, et bah, on voit bien qu'à un moment donné, l'étape d'après, bah, y a plus rien au-dessus. S'il n'y a plus rien au-dessus, bah, c'est le moment où faut partir. Mais avant ça, il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes. Bah, écoute, Fred, bon, moi, c'était un peu toutes les questions que j'avais. Merci déjà. Est-ce que, Eric, vous avez des trucs à rajouter? Ah, moi, j'ai quelques petites questions à poser à Fred. Euh, Ça fait quoi de jouer à, je sais pas, 16 ans et demi, 17 ans avec Delan Erod, avec tous ces mecs-là sur des playoffs de championnat de France Pro A? Ah, je ne vais pas te mentir. Regarde, juste à dit ça, j'avais encore des frissons là, à l'instant. Là. C'est c'est juste incroyable. Ça, je ne peux même pas le définir parce que j'en reparlais. On m'a posé la question il n'y a pas très longtemps parce qu'on m'a dit ouais, comment ça s'est passé. Et ce qui est fou, c'est que d'une année sur l'autre, tu passes de la ferme du Temple et l'année d'après, tu es dans la salle du CSK Moscou ou, comme tu dis, en train de jouer une demi-finale de playoff où on te met sur le terrain contre Limoges sur Canal+. Et je me Ouais. rappelle ce soir-là, quand on m'a posé la question sur l'interview d'après-match, on te dit qu'est-ce que ça fait d'être là à 15 ans ou 16 ans. Tu dis putain merde, c'est les joueurs que je regardais à la télé l'année dernière, que je rêvais de côtoyer ou de prendre leur place. Aujourd'hui, tu es à côté d'eux et tu dois plus les regarder comme un gamin parce qu'en plus, bah, tu es meneur de jeu et tu dois, entre guillemets, leur dire ce qu'ils doivent faire. Enfin, essayer de leur dire ce qu'ils doivent faire parce que c'est pas tout le temps évident, mais c'est du pur kiff. C'est du pur kiff. Greg Beugnot me disait souvent ça. Des fois, on était dans les hôtels, je me rappelle, une fois, on était, je crois, à Milan, et il me dit, ça te rappelle ton quartier, ça, ou pas? Et moi, j'étais là comme un con, je dis, bah, tu sais pas quoi dire, tu kiffes seulement. Ouais.
Ah oui, oui. Et alors, deuxième question, est-ce qu'il y a eu quand même un impact sur ta scolarité Ouh là d'être là, très très jeune comme ça, intégré au professionnel? oh là là, regarde la tête de Vincent, il a compris déjà. Non, c'est bon, déjà tu m'as connu à l'époque de Riz, j'étais pas un fou de l'école. J'assurais toujours le minimum pour qu'on me laisse aller m'entraîner au basket. Et c'était le seul moyen que ma mère avait pour me tenir un peu et que toi aussi d'ailleurs, parce que tu connais, tu sais comment j'ai grandi et tu savais qu'à un moment donné, dès qu'il y avait des retours un peu négatifs de l'école, du collège, et bah, tu me disais, bah, voilà, aujourd'hui, c'est pas pour toi, tu vas rentrer chez toi et tu savais que le lendemain, j'allais assurer le minimum pour pouvoir m'entraîner. Après, arriver à Villeurbanne, ça a été très compliqué parce que je pense déjà que le niveau lyonnais était un peu plus élevé que le niveau du collège Jean Lursard et Sorangis à ce moment-là. J'ai pris une grosse claque dans la gueule dès la rentrée. Et en plus de ça, bah, on te dit, tu vas jouer avec les pros, donc tu t'entraînes. Je m'entraînais le matin, souvent quand je sortais des cours, j'étais en sport-études en fait, dans un lycée sport-études, donc j'avais des plages horaires où je pouvais aller m'entraîner, où je pouvais me libérer pour aller m'entraîner. Je m'entraînais souvent le matin avec les pros, 1 h 30, 2 heures. Je retournais en cours. L'après-midi, dès que je sortais des cours, j'avais entraînement avec les pros à 16h30 jusqu'à 18h30. Et derrière, j'enchaînais l'entraînement espoir jusqu'à 20h, 20h30. Donc, je m'entraînais souvent 2 à 3 fois par jour. Et moi, c'était mon rêve. On va pas se mentir. Je vivais que pour ça. Et l'école, c'était très compliqué. En plus de ça, bah, une fois tous les 15 jours, tu partais 3 jours en Russie, en Italie, en Espagne. Et à cet âge-là, tu te dis, ça y est, je vais y arriver, je suis pas loin, je vais vraiment être pro. Enfin, moi, en tout cas, hein, j'étais vraiment, je veux être pro et l'école, je suis obligé d'y aller pour faire plaisir un peu à mes parents. Et, et ça a été l'échec total au niveau scolaire, pour moi. Pour moi, ça a été très compliqué. J'ai été quand même jusqu'au bac, mais c'était une bataille de tous les jours. Et aujourd'hui, je me rends compte, et c'est ce que je dis aux petits, c'est une carrière, ça dure pas longtemps, 10 ans, 15 ans si t'es chanceux, mais derrière, tu vas devoir aller travailler. Sauf si tu es Tony Parker, forcément, là, tu es tranquille. Mais il y a combien de Tony Parker qui sortent? Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Et si tu veux moins galérer après, vaut mieux faire bien cumuler les deux au départ et c'est la meilleure chose à faire. Ouais, donc en fait, voilà ma deuxième question par rapport à ça. Donc, à quel moment tu t'es dit, bon, alerte, il faut quand même que je gère mon après-carrière. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire en tout cas? Est-ce que le besoin d'entraîner ou la volonté d'être entraîneur t'est venu tout de suite? Bizarrement, c'est venu très tôt l'idée d'entraîner parce que j'ai participé très jeune en tant que coach sur des camps de basket, notamment avec Vincent Collet. J'avais fait Sport Elite Jeune à Vichy avec mon entraîneur de l'époque, Pierre Tavano, mon entraîneur espoir, qui m'avait un peu rencardé là-dessus. Donc j'avais fait 2, 3 camps avec Vincent Collet. Ça s'était super bien passé. Malgré la différence d'âge qui était très limitée, parce que j'avais 20 ans, je crois, déjà quand j'ai commencé, et j'étais sur des camps qui allaient jusqu'à 17 ans, donc c'était un peu bizarre. Mais le retour déjà de personnes comme Vincent Collet ou des coachs avérés, il y avait Fred Sarr aussi, des trucs comme ça qui te disent, bah putain, t'as un feeling qui passe super bien avec les gamins et t'as un truc qui passe bien. Continue de développer ça parce que tu peux faire quelque chose d'intéressant. Bah, tu gardes ça dans un coin de ta tête le long de ta carrière. Et moi, comme je le disais tout à l'heure, je me suis marié très tôt, à 21 ans. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, 30 ans, ça arrive. Je vois de plus en plus d'anciens qui finissent leur carrière sur les rotules et qui n'ont pas préparé leur fin de carrière, qui ne savent pas quoi faire, qui sont limite un peu perdus. Donc, arrivé à 30 ans, je m'étais fixé cette marge-là. Je ne sais pas pourquoi. Dans ma tête, j'en avais déjà parlé avec ma femme. C'est à partir de 30 ans, bah, je veux voir autre chose et je me prépare à autre chose parce que je savais que j'avais rien derrière pour assurer mes arrières au niveau scolaire. Donc, je savais que j'allais sûrement devoir repartir de zéro. Et je préférais l'anticiper que de me le prendre dans la gueule derrière si en toute fin de chaîne, en grattant le basket jusqu'au bout, en se disant je vais jouer le gratter le plus haut niveau jusqu'au bout, le max du max du max.
jusqu'un jour où on va mettre un coup de pied au cul pour sortir de là, parce que c'est ce qui se passe en général. Le coup de pied au cul, tu te le prends un jour ou l'autre parce qu'il y a des jeunes qui arrivent plein de talent et plein d'envie. Et je préférais l'anticiper plutôt que de me le prendre. D'accord. On va revenir un petit peu sur ton parcours sélection, là. Donc, époque, sélection Essonne. Ouais, Voilà, à l'époque, c'était les minimes première année, mais on faisait déjà du travail un petit peu en amont. la base. Ouais, la base. C'est quoi tes souvenirs là, à la fois les sélections départementales, puis il y a eu après la sélection régionale, bien sûr. Bah, déjà, il y a plein de stages où je me rappelle être parti déjà, je crois, en Benjamin ou en première année en Italie, à Florence, avec la sélection du 91. Après, on a fait un stage à Barcelone où tu étais déjà là. Beaucoup déjà de fierté parce qu'à cet âge-là, tu es super content de représenter ton département et c'est un honneur d'être parmi, entre guillemets, l'élite de ton âge. Et c'est les stages, c'est beaucoup d'amitiés qui en ressortent, beaucoup de vraies amitiés. Et tu le sais parce que tu fais partie du groupe de WhatsApp qu'on a avec le 91, avec ceux qui étaient en sélection de l'Essonne. Et tu vois les conneries qui sortent de temps en temps. Donc tu sais que c'est des vraies expériences humaines qui durent toute une vie et qu'on garde et qu'on entretient parce que la carrière professionnelle, tout le monde voit souvent ça. Mais si tu me demandes aujourd'hui mes meilleures années basket, ça reste ces années-là. Ça reste ces années-là parce que tu joues vraiment le jeu pour le plaisir, pour le bonheur, sans te soucier de l'aspect contractuel ou autre chose. Tu n'oublies jamais ça quand tu joues, mais à cet âge-là, tu vis que ça. Tu vis des expériences champion de France avec l'Essonne. C'est magnifique. On part à Épinal où on se retrouve avec des groupes de potes. En faisant plein de conneries, on se retrouve à se retrouver en plus à être super efficace sur le terrain avec une équipe de fous furieux où on a envie de manger tout le monde. Et ça, ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas. Je fais une petite dédicace à Vincent quand même, parce que Vincent faisait partie du voyage à Barcelone. Et bon, moi, je ne vais pas sortir les dossiers, mais enfin bon, on a joué au pavillon olympique de Badalone contre la Juventud, Badalone. Bon, on en avait pris une bonne grosse branlée ce jour-là. Bonne grosse branlée. Mais bon, moi, avec Vincent, Vincent Bullard, hein, bien sûr, on était quand même autant intimidés que vous. Pourtant, on était adultes, on était joueurs. De rentrer dans le vestiaire où les USA, non plutôt, avaient été, quoi. La Dream Team. C'est fou ça. Hein. C'est fou ça. C'est de se dire, putain, on y était, quoi. On y est allé, on a posé les fesses dans ce vestiaire-là où il y avait les Magic, les Larry Bird, les Michael Jordan et tous ces mecs-là. Et ouais. Et ça, c'est des trucs, tu peux pas oublier ça. Tu peux pas oublier ça. Ça reste. Regarde, juste là, t'en parles, c'est pareil. Hein, c'est des frissons qui traversent tout le corps. C'est le top du top, ça. Ouais. Et bon, bah, ça, c'est des bons souvenirs. Mais bon, je pense que on a tous nos meilleurs souvenirs qui, me semble-t-il, sont des années jeunes, quoi. Après, bien sûr, mais effectivement, l'entretien avec ses frères d'armes, parce qu'on joue avec des frères d'armes, quand on a vécu une aventure sportive, ben, on garde des liens jusqu'à la fin de sa vie avec ces gens-là. Hein. Mais c'est ça. Avec ma génération, bien sûr, on est toujours en contact, même si on ne se voit pas souvent, mais bon, voilà, il y a un lien, quoi. Il y a un lien qui reste. Ouais. Ben, regarde Vincent, là, quand il vient bosser, là, il est venu 2-3 fois sur Lyon pour travailler. À chaque fois, on est parti manger ensemble, on se retrouve, on parle de la vie de famille, on parle de comment on était con quand on était petit, mais ça, on le savait déjà. Mais on parle beaucoup tu vois, de comment on voit les choses, l'évolution de son petit, la vie de famille. Et voilà, après, c'est pareil, hein, Vincent, c'est plus que du basket, c'était plus qu'un coéquipier. J'allais jouer à la console chez lui, on se coupait les cheveux nous-mêmes, on s'est fait des boules à zéro parce qu'on se ratait complètement la tête sur le balcon de chez mes parents ou des trucs comme ça. C'est genre si je dis Vincent à mes parents ou à ma sœur, c'est direct, il y a le sourire, on sait tout de suite comment c'est. Hein, c'est des choses qui restent et c'est plus que du basket, c'est l'aventure humaine avant tout. Bah, en fait, vous faites quand même partie de cette génération 80-81. Vous êtes les pionniers, en fait. Ouais, du championnat de France. Parce que ouais. le championnat de France n'existait pas, quoi. En fait, il y avait eu une espèce de championnat de France quelques années plus tôt qui n'avait pas fonctionné.
Et là, la fédération lançait les championnats. Bien sûr. Et alors, moi qui avait envie vraiment qu'on y aille, je me souviens avoir déposé le dossier. Hein. Je sortais de chez le président de l'époque qui était Freddy. Je suis allé rue du Louvre à Paris à 11h30 du soir. Il fallait que je poste le dossier d'engagement avant minuit. Et autrement, il n'aurait pas eu déjà ce premier championnat de France à 80-81. On avait fait un groupe B national, il y avait la Sana, il y avait Vincent, il y avait. Bon, c'était une première, quoi. Et voilà, tu vois, c'est des petits détails comme ça. Hein. C'est que il y a 6 heures avant l'envoi on n'avait pas l'argent. Et on s'est battu jusqu'au bout avec le président. On a raclé les fonds de tiroir, on est allé chercher les partenaires et on a réussi à avoir ce championnat de France. Et voilà, c'est des bons souvenirs aussi. C'est-à-dire faut se battre, faut se battre. On s'en rend compte et je pense que tout ça, vous nous l'avez transmis à nous. Hein, mais il fallait être fou pour y croire et après, il fallait une équipe de fous pour y aller aussi. Hein. Ouais. Eric, Vincent, vous avez des questions? Moi, j'ai un peu épuisé mon stock. Hein, et puis, alors. Bah, moi, j'avais pas de questions. Fred, je l'aimais pas en fait quand j'ai commencé le basket. Je l'aimais pas parce qu'il avait déjà ce caractère. Il était plus jeune d'un an sur moi, quasiment jour pour jour. Et il avait déjà cette détermination où il voulait commander, il savait où il allait. Et même si j'aimais pas, finalement, je me suis retranché derrière ça parce que c'est lui qui avait raison. Il entraînait un groupe. Je me souviens quand il fallait bosser, nous on était sur la main droite, lui il travaillait déjà la main gauche et il allait plus vite main gauche que main droite. Donc il forçait le respect et il a toujours eu cet esprit guerrier finalement qui m'inspire et qui m'a inspiré et qui fait que on est passé d'ado à monsieur aujourd'hui, même si je te vois toujours comme un ado, tu as juste des lunettes. C'est la vieillesse, ça. Ça, c'est parce que je sors du boulot, là, tu vois, et les yeux, ils sont abîmés à force d'être devant le PC. C'est ça. Mais non, que des bons souvenirs. Je n'ai pas vraiment de questions parce que tout a été abordé. Et je pense que le mental, oui, c'est une chose. C'est une chose et je pense que ça peut forcer le talent. Et ce qu'on avait en effet dans l'équipe, des joueurs talentueux, des joueurs, il y avait tout type de joueurs. Et en tout cas, voilà, ça fait plaisir de se retrouver et de voir des coéquipiers réussir et s'épanouir et progresser dans la vie. Voilà. Monsieur le Président, Eric. Bonjour Fred. Alors d'abord, ravi de faire ta connaissance. Pareil. J'ai beaucoup entendu parler de toi et je suis content de voir que les histoires comme quoi tu dormais dans le gymnase, c'est la réalité. C'est la réalité, mais ils t'ont pas dit que des fois on se cachait dans le faux plafond quand le gardien il venait fermer. On se cachait dans le faux plafond, il fermait la salle à 22h et dès qu'il partait, on attendait 5-10 minutes, on rallumait juste une lumière pour pouvoir shooter jusqu'à ce qu'on en ait marre. Ah ouais, d'accord. On en est arrivé à ce stade-là, ouais. Non, c'est vraiment génial, surtout moi je dis toujours que c'est pas moi qui le dis, mais pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient et ça fait plaisir de voir que quelqu'un comme toi, tu te rappelles d'où tu viens et tu prends du temps déjà pour parler avec les jeunes. Et ça, je trouve ça génial, cette notion de transmission dont tu parlais tout à l'heure. C'est ce fameux témoin qu'on se transmet de génération en génération. Et je pense que nos jeunes, ils seront hyper inspirés d'avoir ces anecdotes et ce vécu de ta part. Et puis aussi de se dire, c'est vrai que, tu vois, Lustro, c'est pas un truc, ça brille pas, quoi. Tu vois, c'est pas bling bling. Ah, c'est ça. Et en fait, on peut y arriver quand même, quoi. On peut y avec arriver, du ça prend la travail et de réalité. détermination, bien sûr. Bien sûr. Et ça fait vraiment plaisir. Donc déjà, félicitations pour ton parcours, vraiment. Merci, c'est gentil. Moi, j'avais 2 questions. La première, c'est finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais professionnellement? Ok. Aujourd'hui, je suis chargé de clientèle à la Banque Postale. Donc voilà, c'est un métier bancaire. Hein. C'est pas depuis longtemps. Je suis à la Poste depuis une dizaine d'années où j'ai fait à peu près tous les métiers de la Poste. Parce que ça me permettait entre-temps de pouvoir m'entraîner le soir, ça me laissait des plages horaires intéressantes. Et maintenant, mon fils est rentré à l'école depuis 2 ans et du coup, j'ai décidé d'avancer. Enfin, on me proposait souvent d'évoluer un petit peu plus et là, du coup, j'ai commencé à penser un peu plus à ma carrière extra basket parce que le fiston était à l'école, donc j'avais toute la journée qui était
qui était à occuper. Et, donc maintenant, voilà, chargé de clientèle à la Banque Postale. Ok. Quel lien tu gardes avec le basket? J'ai compris que tu coachais. Je coach, ouais. Depuis, j'ai arrêté de jouer maintenant il y a 5 ans en National 2. Donc, j'ai arrêté de jouer il y a 5 ans. J'ai commencé par entraîner des U17 Interleague, où d'ailleurs on a été champion Interleague avec une des équipes que je coachais ici. Et maintenant, j'étais en même temps assistant de l'équipe nationale 2. On a une équipe nationale 2 qui est professionnelle, qui veut monter en N1. Donc, c'est une grosse structure dans la région lyonnaise avec de gros objectifs. On a une très belle salle maintenant qui vient d'être construite dans l'objectif justement encore de monter, etc. Et donc, moi, j'ai décidé maintenant de m'occuper, entre guillemets, de l'équipe 2 en National 3, qui a une moyenne d'âge de 21 ans. Et en fait, ça reste des gamins, certains que j'ai coachés en U17. Et je reste dans un peu ce que tu disais tout à l'heure, la transmission vraiment plus que le haut niveau. Le haut niveau, je connais, c'est pas que j'aime pas, c'est pas que ça m'intéresse pas. Mais je me dis qu'en tant que jeune coach, il faut que j'aille me faire un peu les dents déjà en bas. Et si un jour je dois évoluer en tant que coach, j'évoluerai, si c'est mérité. Mais je ne veux pas que ce soit quelque chose qu'on me donne. Et avant ça, j'ai ma part de transmission à faire. Et ça, c'est le plus important parce que si aujourd'hui j'ai cet état d'esprit-là, c'est parce que Dom tout à l'heure en parlait. J'ai eu un président et j'espère que sûrement, si tu es là, c'est que c'est ton objectif aussi. J'ai eu un président à l'époque qui était M. Freddy Montet, qui nous a beaucoup aidés en étant jeune, qui a fait beaucoup de choses pour nous. J'ai eu un premier coach, René Albert, qui nous a transmis beaucoup de choses, beaucoup de choses, de aussi bien basket que des valeurs humaines. J'ai eu Dom dans la foulée, qui, pareil, qui a pris beaucoup de temps, de son temps, qui n'était pas obligé de faire pour nous, les joueurs. Et aujourd'hui, je me dis, c'est à mon tour. C'est à mon tour. J'ai eu beaucoup de joueurs de l'équipe nationale 2 à l'époque de RIS, avec qui je m'entraînais, avec qui je suis toujours en contact et de qui je serai toujours reconnaissant parce que c'est aussi eux qui m'ont montré le chemin et qui ont été durs avec moi, mais durs un peu comme des grands frères pour me dire, tiens, si tu veux arriver à tes objectifs, faut déjà nous botter le cul à nous et montrer que j'avais pas le droit de me relâcher. Dom, c'était pareil. Et maintenant, j'essaye de transmettre toutes les choses que j'ai apprises et aussi de donner de mon temps parce que c'est un juste retour des choses. C'est un juste retour des choses. Ça serait égoïste de dire, moi, j'ai pris énormément de tout le monde, de toutes les personnes que j'ai croisées. Et aujourd'hui, je vais tout garder et je ne vais rien donner. Ouais. Et aujourd'hui, on m'a donné énormément de choses. Et franchement, tout au long de ma carrière, j'ai rencontré des gens magnifiques, aussi bien humainement, aussi bien sur l'aspect technique, tactique du coaching, tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, il faut donner toi aussi. Il faut donner toi aussi parce qu'il y a plein de gamins qui le méritent. Il y en a pour qui c'est plus simple. Il y en a, il faut aller gratter. Il y en a qui sont un peu plus dans le dur, qu'il faut accompagner un peu plus. Mais c'est important, je trouve. Ok, j'ai encore 2-3 petites questions. Vraiment, j'en profite. Ouais, Tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui vont regarder cette vidéo et qui ont été ou qui sont coachés par Dom. Alors, pour faire plaisir, tu n'as pas un truc bien croustillant à sortir sur Dom là? Parce que je vois que tu es dans le respect, tu es énormément dans le respect. Je le respecte énormément. Ouais. Ah, mais on le respecte tous. Énormément. Et je me dis, un petit truc croustillant sur Dom. Et pas gênant, tu vois. Non, pas gênant. Je me rappelle, allez, peut-être une fois, est-ce que tu te rappelles, Dom, une fois, on est parti voir une finale de championnat de France où malheureusement on aurait dû y être à l'époque avec Chris et que on n'avait pas pu y être parce qu'on avait déconné tout simplement et on est parti voir Gauchy contre Lasvel, je crois, en voiture avec Dominique à 1h30 de Riss ou voire 2 heures. Et on se retrouve à un moment donné, en repartant de ce match-là, on se retrouve à voir des plots, tu sais, le bord de la route, sur le bord de la route, tu vois. Et là, il y a Dom qui nous dit bon, les gars, vous allez descendre ramasser les plots parce qu'il nous manque des plots, il nous faut des plots. Donc, on se retrouve à ramasser des plots. Et là, il y a quelqu'un qui nous dit oh, c'est pas vos plots, etc. On se bat comme des voleurs. Et ça, c'était lui. Hein. On va dire qu'il était jeune coach à cette époque. Ah bah ouais, il y en a plein. Hein. Moi, je vois plein de Très, plots. très bon. Je vois plein de plots direction départementale de l'équipement dans les gymnases. Hein. Donc, il y a un moment, ils ont bien été braqués quelque part. Hein. Ah, bien sûr. Mais en fait, oui, en plus, cette finale Gauchy-Asvel, je me souviens très bien, on aurait dû être au final fort. Malheureusement, il y a eu une petite blessure au mois de janvier là, d'Ahmed et d'Abgué qui nous ont plantés. Abgué qui se pète la jambe et Ahmed aussi qui se pète je sais pas quoi. Ouais. Et pour l'anecdote, Gauchy, on les avait joués en amical, on leur avait collé 30, je crois.
Ouais. Voilà, et Gauchy, champion de France avec Patrice Morland, quelqu'un qui a fait une grosse carrière aussi de. Et tu vois, et j'en parlais encore avec lui il n'y a pas longtemps. Je lui disais, tu as de la chance qu'on ait déconné, qu'on ait eu des blessures, sinon vous aurez botté le cul une deuxième fois. Ouais, c'était l'année où tout le monde nous voyait au titre national, mais bon, voilà, bah, il y a les blessures, hein, et puis faut durer. Mais bon, Exactement. ouais. Fred, Oui. t'as pas mal parlé de ton parcours et moi je voudrais savoir si c'était à refaire, quelle serait la chose que tu referais absolument pas et la Ok. chose que tu referais dans tous les cas. Que je referais dans tous les cas, aller au Portugal. Ça, je le referai quoi qu'il arrive parce que ce que je disais, il y a des choses que tu peux pas mettre de prix dessus. Et ça, humainement, tu pouvais pas mettre de prix dessus. Parce que voilà, c'était un peu ma façon à moi de faire découvrir mon pays à ma femme, de présenter ma femme aussi à ma famille qui est éloignée, que je voyais pas souvent, ma grand-mère, et à mes oncles et mes tantes qui sont là-bas. Donc, c'était de leur montrer aussi voilà, que je venais jouer au basket en tant que professionnel au pays. C'est toujours une fierté. C'est une fierté. Bien que je me considère vraiment les deux, hein, français et portugais, mais pour eux, et là, ils voyaient le côté portugais parce que c'était sur place et c'était super important. La chose que je ne referai pas absolument, c'est pas une chose, c'est un trait de caractère. J'étais très tête dure, comme disait Vincent, comme l'écrivait Vincent dans les discussions, etc. C'était le trait de caractère qui me faisait avancer, mais j'étais aussi très impatient et par moments trop impatient. J'ai eu des coachs qui, à un moment donné, m'expliquaient des choses, surtout les premières années en tant que professionnel. Quand je suis à Évreux, ma première année, je suis derrière un meneur je pense, qui est de mon niveau, mais qui jouait plus que moi et j'ai montré beaucoup de signes de frustration à ce moment-là. Et j'avais un coach qui me montrait, qui m'expliquait que ça allait venir, qu'il fallait de la patience, qu'il fallait avoir confiance en lui parce qu'il fallait que j'apprenne d'abord le métier, etc. Et moi, je ne voulais pas l'entendre ça. Je ne voulais pas l'entendre, je voulais tout de suite. Et donc, je montrais des signes de frustration, de l'ego mal placé, où je répondais par moments, où je n'écoutais, où j'étais peut-être moins réceptif, ou en tout cas, j'avais un body language qui était mauvais. Je dégageais quelque chose de négatif et ça se ressentait. Et j'ai perdu, je pense, au moins une année, voire un an et demi à combattre ça et avant de comprendre. Et c'est une année de perdu, tu la rattrapes jamais, ça. Ça, tu ne rattrapes pas, ça. À un moment donné, même si tu estimes que c'est pas ta place, etc., ou que tu mérites mieux, le meilleur moyen de le prouver, c'est sur le terrain, en prenant sur toi, en faisant ce qu'on te demande, en le faisant bien. Et une fois que tu le fais bien, si tu fais les choses qu'on te demande bien, tu vas forcément être sur le terrain. Et si tu es sur le terrain, on va t'autoriser de temps en temps à sortir un peu plus de ce qu'on te demande parce que tu donnes déjà ce que le coach veut. Et à partir de là, on va t'autoriser des petits extras. Et si ces petits extras, tu les réussis petit à petit, on t'en donnera de plus en plus. Ça va être comme ça. Alors que si tu veux tout de suite, je ne sais pas, mettre 20 points dans un match alors qu'on te donne un rôle défensif, ça ne passera pas. Parce qu'au départ, fais d'abord ce qu'on te demande, rends-toi disponible et indispensable à ton équipe. Et une fois que tu es indispensable, on te donnera un peu plus de largeur et de souplesse dans ton rôle. Ça, c'est top, celle-là. Merci, elle va servir beaucoup, je pense, à Dom, celle-là. On va Mais la c'est vrai. repasser en boucle. Non, mais c'est vrai. Parce que, et pour revenir sur à un moment donné ce qu'on te demande au haut niveau, si l'objectif à un moment donné c'est du haut niveau, à un moment donné tu te retrouves, tu sais que tu as des qualités, à un moment donné on va te dire, en proie, les shooters, ils sont souvent là pour shooter. On leur demande rarement à un moment donné d'aller dribbler entre les jambes, d'aller faire des trucs spectaculaires. Tu prends les écrans, tu shootes. Les intérieurs, il y en a qui sont un peu moins doués offensivement. On va leur dire, tu te cantonnes, tu restes cantonné à prendre des rebonds et à défendre. Mais si tu fais ça bien, tu es déjà super important à ton équipe et tu peux aller faire une carrière en faisant des choses bien, mais vraiment très, très bien. J'ai joué avec des mecs qui ont fait des carrières, qui ont joué en proie, en sachant faire juste un hook main droite. Mais personne n'arrivait à l'arrêter sur un hook main droite. Et le mec, il te mettait 20 points en faisant un hook main droite. Le reste, il ne savait pas faire. Mais par contre, il l'avait perfectionné au maximum. Et là, tu dis, voilà. Et il savait ce qui le rendait efficace. Au-dessus, on te demande d'être efficace et de bosser pour ton équipe. Si tu mets 20 points dans une équipe qui perd, tu es juste un égoïste dans une équipe de perdants.
Si tu mets 10 points dans une équipe qui gagne, tu es un bon joueur dans une très bonne équipe et tu es un joueur qui fait gagner son équipe. Et c'est ça ce que tout le monde veut au final. La finalité, c'est gagner des matchs. C'est ça le plus important. Ouais, très clair. Très clair. Je valide. J'espère que c'est bien enregistré, les gars, là, parce que Ouais. ça va repasser en boucle. Hein. Ouais, bah, c'est bien, il y a beaucoup de messages. Ouais. Poser une question, Fred. Le coach le plus déjanté que tu as eu dans le milieu professionnel, hein. Moi, je ne compte pas. Hein. Non, j'ai eu plein de types de coachs. Greg Beugnot, quand il s'énervait, il était fou. Il cassait tout dans le vestiaire. Il fallait esquiver les poubelles parce qu'il te mettait des coups de pied dans des poubelles en métal. Il fallait faire super attention. Enfin, toi, parce que toi, on savait, hein, que dès qu'on voyait la veine là, qui sortait entre les deux boules de ton frère, il y a un ballon, on va se prendre un ballon dans la gueule. On se demandait où étaient tes limites. Donc, on restait toujours, des fois, on se disait, merde, un jour, il va m'en coller une, mais ça n'aurait pas été volé de temps en temps. Sinon, j'ai eu un coach au Portugal qui parlait très mal, mais très, très mal. Et ça, c'est un peu dur à accepter. Donc, moi, j'acceptais pas ça. Donc, j'ai failli lui rentrer dedans une bonne fois pour toutes. Et jusqu'au jour où il m'a dit, non, mais moi, je parle comme ça. C'est pas à toi. Et là, tu te dis, OK, mais précise avant parce que ça peut aller loin, ça. Mais au final, je pense que tous les coachs sont pas mal déjantés. J'ai vu un coach, là, l'un de mes derniers coachs que j'ai eu, il m'a suivi jusqu'à sous la douche parce que je ne voulais pas l'écouter en National 2. Pourtant, j'étais déjà vieux. J'avais un sale caractère, mais du début à la fin, il m'a suivi jusqu'à sous la douche pour me parler et on a failli se battre plus d'une fois. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui, dès qu'on se revoit, on va boire un verre et avec qui je discute tout le temps. Mais c'est souvent les coachs les plus fous que j'ai appréciés. Parce que je pense que ça va encore une fois dans le trait de caractère qui me ressemble. Ok. Bon, plus de questions. Bah, on est pas mal, hein. On est à 1h10 d'entretien, Fred. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Ouais, vas-y. C'est juste parce que les gens, des fois, ils ne se rendent pas compte. En tout cas, moi, quand je parle de risque, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur depuis toujours. Aujourd'hui encore, quand j'ai de moins en moins de temps parce que j'ai le boulot et j'ai le basket, donc j'ai de moins en moins de week-ends de libre. Donc, dès que j'ai un week-end, j'essaye d'amener mon fils voir ma famille et passer le plus de temps possible. Je vais toujours à RIS au moins une fois. À chaque fois que je rentre, je suis obligé de passer par RIS. Un truc que j'avais pris une photo et je l'ai toujours dans mon entrée chez moi, peu importe, tout au long de ma carrière, je l'ai amené avec moi partout, dans tous les clubs où j'ai joué. Je ne sais pas si vous le voyez, ça. C'était le mur de la ferme du Temple. Ouais. C'était le mur de la ferme du Temple. Ça, je l'ai toujours amené avec moi, partout où je vais, dans tous les clubs. Et ça revient à ce que je disais à Pierre, dans tous les coups de mou que j'ai eu tout au long de ma carrière. À un moment donné, quand tu te prends une claque dans la gueule, eh ben, tu lèves ta tête. En rentrant chez moi, je levais ma tête en rentrant d'un entraînement pourri ou d'un match de merde. Eh ben, j'avais ça en face de moi qui dit, oh, tu vois, il y a toi, mais il y a aussi de là où tu viens et on t'a jamais appris à baisser la tête et ça, il faut que tu ailles le chercher. Pareil aussi dans le choix des chaussures, je vous l'avais mis de côté exprès. Tout au long de ma carrière, j'ai joué dès que j'avais un petit trou, pareil, un petit coup de mou, et ben, on ressortait le bleu et le jaune, même si des fois, je jouais souvent avec des chaussures qui étaient de la même couleur que mon maillot et mon short. C'est un peu le style, etc. Tout le monde veut. Mais dès qu'il y avait un coup de mou, ben, ces baskets-là, elles sortaient. Si vous regardez bien, il y a toujours le 91, il y a toujours le Ferme du Temple. Et il y a toujours le RIS Orangis qui est marqué 91-130. On est toujours là avec nous et je l'ai toujours eu, je l'ai porté toujours avec fierté, et j'avais toujours envie de représenter du mieux que possible le club et la ville d'où je viens. Toujours. Excellent. Mais ça te ressemble parfaitement. Voilà. Ça fait vraiment plaisir. Et écoute, malgré ton agenda chargé, j'espère que la prochaine fois que tu seras dans le coin, tu auras le temps de venir nous faire un coucou. Même si c'est 2 minutes, on sera très, très honorés. Franchement. Sans problème. J'étais passé voir Dom la dernière fois à GSON. Bon, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et dès qu'on sortira du confinement, de toute façon, la première chose que je vais faire, c'est de rentrer voir mes parents. Et le papa, il habite toujours à 20 mètres de la ferme du Temple et on y passera toujours. Ça sera toujours avec plaisir. Super. Merci beaucoup à toi, Fred. Merci à vous déjà pour, tous les gamins. Pour le temps. Mais c'est ce que je t'ai dit, c'est juste normal.
Et je voudrais en profiter pour remercier Dom, parce que c'est lui qui se plie en quatre pour avoir cette opportunité d'échange avec les jeunes. Et c'est hyper important. Donc, franchement, merci Dom, merci Pierre aussi pour l'organisation. Merci à vous, merci.